Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Nous allons démarrer donc cette deuxième table ronde de la journée, enfin de l'après-midi, qui s'intitule Les revendications des publics face aux programmations et politiques culturelles. Elle sera animée par Maxime Servul, qui est maître de conférence en sciences de l'information à l'Université Paris 8 et qui est également le conseiller scientifique de tout le cycle sur la culture que nous avons organisé depuis janvier dans le cadre des 40 ans du Centre Pompidou. À toi, Maxime. Merci. Merci. Alors cette deuxième table ronde de la journée, elle va effectivement porter sur les revendications des publics, des revendications qui prennent des formes diverses, avec des registres de contestation qui eux aussi sont multiples. Les mobilisations contre les œuvres sont souvent les plus spectaculaires et à ce titre les plus médiatisées. Leurs modalités d'action embrassent l'ensemble du spectre de l'action politique, des pétitions, des manifestations, comme cela a été par exemple le cas lors de la mobilisation contre l'installation Performance Exhibit B, l'interruption d'une œuvre, comme avec l'irruption de militants d'extrême droite sur le plateau du Théâtre de la Ville, pendant la pièce sur le concept du visage du Fils de Dieu de Romeo Castellucci. Le recours au droit, par exemple pour tenter de faire annuler un visa d'exploitation. On peut penser au cas des films Baise-moi ou du film La vie d'Adèle plus récemment. Des actes de vandalisme, voire des destructions d'œuvres. Ça a été le cas avec la photographie Peace Christ d'Andrés Serrano ou encore avec la sculpture Tree de Paul McCarthy. Voire même des attentats, comme par exemple en 1988, lorsqu'un groupe intégriste catholique dépose un engin incendiaire dans un cinéma de Saint-Michel qui projetait La dernière tentation du Christ de Martin Scorsese. Pour certaines mobilisations, l'objet de la critique est moins une œuvre en tant que telle que des choix opérés par les institutions culturelles. Qu'il s'agisse de contester la programmation de ces institutions ou qu'il s'agisse de contester leur mode de fonctionnement, voire même leur mode de financement. Je pense par exemple aux actions qui ont été conduites par l'association 350.org contre le mécénat des compagnies pétrolières au Louvre. D'autres mobilisations, enfin, visent la politique culturelle et ses exclusions. Elles s'attaquent aux échecs de la démocratisation en revendiquant, par exemple, d'autres conceptions de la culture, voire même d'autres manières de faire mémoire que celles qui sont proposées par les établissements publics. Des mobilisations qui contestent aussi, et on en a parlé un petit peu dans la table ronde précédente, l'absence de parité et l'absence de diversité dans les organigrammes des institutions culturelles. Alors, poser la question des mobilisations des publics, comme on le fait aujourd'hui, et s'intéresser à leurs différents registres de contestation, permet de changer évidemment le regard que l'on porte sur ces publics qui sont habituellement conçus comme passifs, soumis à une offre culturelle qu'ils ne maîtriseraient pas. En considérant ces mobilisations, on voit au contraire un public éminemment actif, pour qui la question esthétique, la politique du sensible, est sensiblement politique. Mais poser cette question permet surtout de considérer sous un jour nouveau les relations à la fois complexes, ambivalentes et parfois tendues que les publics entretiennent avec les divers acteurs institutionnels du monde de la culture. Ces relations, nous allons les aborder aujourd'hui dans leur diversité et en nous intéressant particulièrement aux questions postcoloniales qui hantent à la fois la politique culturelle et les rapports que les publics entretiennent avec les institutions. Pour parler avec nous de ces questions aujourd'hui, parler avec nous des publics mobilisés et de leurs revendications, Agnès Tricouart. Agnès Tricouart, vous êtes avocate, déléguée de l'Observatoire de la liberté de création de la Ligue des droits de l'homme. Nous avons également à nos côtés Françoise Vergès, politiste, titulaire de la chaire Sud Global à la Fondation Maison des sciences de l'homme et présidente de l'association Décoloniser les arts. Je poursuis dans le même ordre. Serge Romana, professeur de médecine, généticien, et vous êtes président de l'association Comité de la Marche de 1998. Et Siliane Larcher, vous êtes politiste, chargée de recherche au CNRS, à l'unité de recherche sur les migrations et les sociétés. Alors,
pour commencer, je voudrais poser une question à Agnès Tricoire. L'Observatoire de la liberté de création défend depuis 13 ans le libre accès aux œuvres et à ce titre s'engage dans la défense des œuvres nombreuses qui ont pu faire l'objet de tentatives d'interdiction. Est-ce que vous pourriez peut-être pour commencer la discussion nous donner une idée de l'ampleur du recours au droit contre des œuvres et nous expliquer comment opère l'Observatoire de la liberté de création dans ces cas? Tout ça en 4 minutes. Je vais essayer. L'Observatoire s'est créé à l'occasion de poursuites contre des romans qui étaient accusés d'avoir des personnages pédophiles et donc d'encourager à la pédophilie. Ce qui était évidemment un contresens. Dans les deux cas, il y avait 2 romans qui étaient poursuivis, Rose Bonbon et Il entrerait dans la légende. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout ça remonte à une quinzaine d'années. C'était le début des années 2000, et le début des années 2000, c'est un tournant en matière de censure. C'est-à-dire que c'est un moment où on a estimé, nous, devoir nous créer parce qu'il y a eu un regain de demandes de censure venant notamment d'associations de défense de l'enfance. Donc, les associations de défense de l'enfance et les associations d'extrême droite catholique intégriste forment l'essentiel des gens auxquels on a affaire et contre lesquels on essaye de s'opposer et de faire en sorte effectivement que les œuvres puissent être lues, vues en dehors de tout jugement moral, religieux, rappelant d'ailleurs de façon itérative, sans que ça les convainque, que le délit de blasphème n'existe pas, par exemple, en France. Voilà. Alors, on est aujourd'hui une quinzaine d'organisations qui représentent tous les genres d'art confondus. L'Observatoire, c'est un lieu de solidarité. Quand un écrivain est inquiété, les cinéastes, les gens de théâtre sont solidaires avec lui. Et c'est vraiment quelque chose qui n'allait pas du tout de soi dans le milieu culturel français. Donc on est très content d'avoir réussi ça. Et aujourd'hui, tous les arts sont représentés au sein de l'Observatoire, dans lequel il y a aussi la Ligue de l'enseignement. Parce que la question de l'éducation, évidemment, elle est absolument primordiale et je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler pour le sujet plus particulier qui va nous occuper. Les méthodes des groupes activistes qui réclament la censure ont évolué en termes de violence. C'est-à-dire que le début des années 2000, c'est notamment la plainte contre une exposition d'art contemporain qui s'appelait Présumé innocent, au nom, encore une fois, de soi-disant représentation pédophile. Action évidemment qui a fini par un non-lieu confirmé par la Cour de cassation, je le précise, mais cette action qui a été extrêmement connue, relayée, qui visait le centre d'art contemporain de Bordeaux, a tétanisé le monde de l'art. C'est-à-dire qu'il y a des répercussions, comme, vous savez, les cercles dans l'eau, les ronds de plus en plus grands, de plus en plus lâches, mais qui sont quand même là. Et il y a un certain nombre de programmateurs d'expositions, de responsables d'institutions, qui sont devenus beaucoup plus frileux à présenter un certain nombre de choses. Et inutile de vous dire qu'après l'attentat de Charlie Hebdo, c'est devenu encore plus compliqué, notamment pour tous les artistes qui travaillent sur les représentations de l'islam. Et par capillarité assez incompréhensible, y compris pour les artistes qui travaillent sur des représentations contestataires de l'islam. Je pense à une pièce qui a été décommandée après l'attentat de Charlie Hebdo d'un artiste qui s'appelle Mounir Fatmi, qui représentait Salman Rushdie dormant. C'est tout. On voyait une représentation d'un Salman Rushdie imaginaire, donc un personnage grimé, dormant. Cette pièce a été déprogrammée par un centre d'art dans le sud de la France après l'attentat de Charlie Hebdo. Vous voyez à quel point la peur se propage à vitesse grand V. Bon, donc on lutte à la fois contre les déprogrammations qui viennent de l'institution, qui viennent des élus aussi. C'est pour ça c'est très difficile à résumer si rapidement. Il n'y a pas que les groupes de pression qui viennent du public qui agissent au niveau de la censure. Il y a aussi les institutions elles-mêmes parfois, et puis les élus qui ont des établissements culturels sous leur coupe,
que ce soit en régie directe ou par subvention, et qui tout d'un coup prennent des contre-décisions par rapport à celles qui ont été prises par les responsables d'institutions, et qui déprogramment par peur du public. Alors ça, des affaires comme ça, il y en a eu plein, y compris avant la création de l'Observatoire. Moi, j'en ai plaidé un certain nombre, et ce qui est rassurant, c'est que généralement, ces élus se font condamner devant le tribunal administratif, qui n'aime pas du tout qu'on se serve du public, ou de la peur du public, ou des attentes du public, pour interdire au public de voir des œuvres. Voilà. Dès lors qu'évidemment, ces œuvres ne posent pas de problème. Je parle d'un temps qui était avant la jurisprudence administrative autour du spectacle de Dieudonné, qui a pas mal changé la donne. Alors, très rapidement, comment nous agissons ? Nous soutenons, nous intervenons, nous faisons de la médiation. Quand ça ne marche pas, on dénonce publiquement. Et puis, parfois, on sert, comme ça a été le cas parfois, on fait tout à la fois, comme ça a été le cas dans cette histoire d'Exhibit B, qui a été quand même très mobilisatrice pour l'Observatoire, c'est-à-dire que on essaye de prendre les devants quand on sent qu'il y a quelque chose qui monte, en disant attention, il y a un malentendu sur la pièce, il faut la laisser sur le spectacle, enfin sur la performance, il faut laisser le voir et en débattre. Et ensuite, quand la tension monte, on y va, c'est-à-dire qu'on y va physiquement, on est là tous les soirs, on sert de médiateur pour les spectateurs. On les accompagne. Donc, voilà, ça a été un temps, par exemple, où on a été mobilisés tous les soirs des représentations. Nous étions à tour de rôle dans les lieux de présentation publique. Et puis, la dernière phase, et j'en ai terminé, c'est la violence. C'est plus le recours au droit, c'est plus la pression, c'est la violence. Jusqu'à la destruction des œuvres. Alors, interrompre une pièce de théâtre, c'est une façon d'essayer de la détruire. Je pense à ce qui s'est passé avec Castellucci. Voilà. Et il se trouve que lundi 27, je vais à Avignon plaider enfin contre les 2 nervis d'extrême droite. Avant, ils étaient 4, ils ne sont plus que 2, qui ont détruit Peace Christ de Serrano, qui était exposé dans la collection Lambert. Voilà, j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, parce que c'est une affaire qui m'énerve beaucoup. Voilà. Alors, une question peut-être qu'on peut poser sur, puisque vous indiquez qu'il y a eu un changement à partir des années 2000, est-ce qu'il y a, disons, une judiciarisation du rapport aux œuvres qui serait en train de monter depuis cette période-là, ou est-ce qu'on peut aussi lire cela peut-être comme l'émergence d'un nouveau régime de sensibilité, c'est-à-dire qu'il y a des formes de revendication des publics qui commencent à monter. Alors on le voit avec des thématiques identitaires. Alors je ne suis pas persuadé qu'on puisse toutes les mettre sur le même niveau, et on en parlera, mais néanmoins il y a une modalité de lecture des œuvres qui prend pour socle l'identité, et ça aussi c'est quelque chose qui se développe. Comment est-ce que vous voyez la montée en parallèle de ces 2 nouveaux types de rapports aux œuvres ? Alors je vais pas parler du cinéma, parce que c'est encore autre chose, puisque là on est encore dans le recours légaliste pour lutter contre les visas du ministère. Je vais effectivement parler plutôt de l'art plastique et du spectacle vivant. Vous avez interrogé le rapport entre la sensibilité des œuvres et le contenu politique. Le problème, c'est que dans la plupart de ces histoires, il y a un total malentendu sur ce que pourrait dire, alors ce que voulait dire l'artiste, ce que pourrait dire l'œuvre, étant précisé que les œuvres n'ont pas une seule interprétation, mais qu'elles s'offrent à l'interprétation, et que donc c'est pour ça qu'elles sont des œuvres, c'est qu'elles sont des forces de proposition et d'élaboration à la fois dans le sensible et dans l'intelligence, et donc les réduire à un discours unique, voire autoritaire, est un non-sens. Je le précise comme préalable, parce que c'est une source de malentendus dans quasiment tous les cas qu'on a cités. Prenons l'exemple de la pièce de Castellucci. Les gens du visage du Fils de Dieu. Voilà. Cette pièce que vous avez vue, que j'ai vue, n'a rien de blasphématoire. Si on veut prendre au sérieux la revendication, le délit de blasphème n'existe pas. De toute façon, ces gens n'avaient pas à interrompre la pièce parce qu'elle était soi-disant blasphématoire.
prenons ça pour acquis et allons plus loin. Quand on refuse de voir l'œuvre, quand on se met dans une position, nous en avons vu tous les deux, des gens se lever pour interrompre. Il se trouve que ça n'a pas eu lieu que le premier jour, ça a eu lieu de façon répétée. Quand on refuse de recevoir, de voir, on ne peut pas juger. On n'est pas en position de juger. Or, cette pièce de Castellucci est une pièce qui, au contraire, à mon sens, et on en a beaucoup parlé à l'Observatoire avec une philosophe que vous connaissez probablement, qui s'appelle Marie-Josée Monzin, c'est vraiment un artiste qui interroge le rapport intime entre l'homme, son corps et Dieu. Enfin, il n'y a rien de blasphématoire là-dedans. La pièce d'Andrés Serrano n'est absolument pas une pièce blasphématoire. Andrés Serrano est un artiste catholique. La raison, je vais pas expliquer tout parce que je prendrais trop de temps, mais la raison pour laquelle il a baigné un petit crucifix en plastique dans un liquide composé de sang et d'urine est en lien avec une critique de l'Église et non pas de la religion, qui, dans les années 80, a stigmatisé, comme tout le monde, les gens atteints du sida en disant que le sida se transmettait par les humeurs. Et donc, Serrano, qui est un artiste catholique, qui a aussi beaucoup travaillé sur la mort, sur le corps, etc., a fait une pièce saint-augustinienne, c'est-à-dire la réconciliation entre la spiritualité, le corps et les humeurs, pour contester la position de l'Église. Donc, voilà, sur ces deux exemples, on voit bien que le refus de voir, le refus de comprendre ou l'interprétation unilatérale une fois que l'œuvre est vue, ça ne marche pas, ça ne laisse pas la possibilité à l'œuvre d'exprimer ce qu'elle a exprimé. Maintenant, je donne juste un contre-exemple. Nous ne sommes pas dans une défense systématique de toutes les œuvres que nous voyons. Et je tiens à le dire très clairement. J'ai plaidé, moi-même, personnellement, contre Dieudonné, quand il a fait monter sur scène Faurisson, pour expliquer qu'il n'y avait pas fiction dans la mise en scène qui consistait à lui faire remettre un prix d'infréquentabilité par un personnage habillé dans un costume évoquant les personnes en camp de concentration dans un pyjama rayé avec une étoile jaune dessus. Et j'ai expliqué comment que c'était au contraire un mécanisme qui était destiné à faire passer les Juifs pour des menteurs. Et donc que ça n'avait rien de fictionnel, mais que c'était destiné au contraire. Voilà. Donc on n'a pas de position systématique a priori. On regarde systématiquement les œuvres avant de les défendre. Voilà, je voulais juste... J'aimerais, pour poursuivre, qu'on évoque un cas concret, le cas d'Exhibit B. Sylviane Larcher, vous avez étudié la mobilisation autour d'Exhibit B, qui était donc une installation performance qui a été présentée à l'hiver 2014 au Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis et au 104 à Paris, qui était présentée par le metteur en scène et par ses établissements comme une œuvre ayant une vocation antiraciste et qui a été perçue par un certain nombre de collectifs comme étant au contraire raciste, ce qui a donné lieu à une mobilisation importante. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner les contours de cette mobilisation, quels en étaient les acteurs et quelles étaient les principales revendications que portaient ces acteurs face à l'œuvre de Brett Bailey? Bonjour à tous. Je vais juste corriger un petit élément qui me semble important. Je n'ai pas étudié la mobilisation au sens d'une observation ethnographique comme on peut la faire, mais j'ai étudié les réactions et leurs expressions à l'installation performance de Brett Bailey à l'automne 2014 à Saint-Denis et ensuite à Paris. Alors, la scène des mobilisés du côté des militants est assez hétérogène. Elle regroupe, on va dire, plusieurs niveaux d'intervention dans le débat public. Vous avez d'abord la prise de position d'un intellectuel et de quelques artistes décidant de rédiger une pétition appelant à la déprogrammation d'une œuvre qu'ils considèrent, qui est évaluée, qui est donc qualifiée de raciste, en raison de la scénographie qui est choisie par l'artiste, qui est de mettre en scène uniquement des acteurs afrodescendants, donc noirs,
et de mimer, entre autres, notamment par des références historiques et par une succession de tableaux, la représentation des os humains. Donc la contestation de l'installation avant même qu'elle ne soit effective commence sur les réseaux sociaux sous cette forme-là. Et un certain nombre d'intellectuels, mais aussi de citoyens ordinaires, d'artistes, réagissent favorablement en signant cette pétition. En moins de 2 mois, la pétition va recueillir plus de 20 000 signatures. Donc ça, on va dire que ça, c'est du côté de la relation entre le monde militant et le public dans ce qu'il a d'ordinaire, auquel s'ajoute un certain nombre de voix d'intellectuels. Et puis, vous avez des militants antiracistes appartenant à des organisations qu'on ne peut pas toutes mettre sur le même plan, comme d'une part la brigade antinégrophobie, par exemple. Vous avez également des militants du CRAN, ainsi que son président. Vous avez un certain nombre de militants de partis politiques qu'on va dire du front de gauche. Et puis vous avez également, à ce moment-là, un certain nombre d'artistes qui décident de prendre la parole et de s'associer à ces militants en organisant un collectif mobilisé contre Exhibit B. Je dis les choses un peu rapidement. Donc ça, c'est pour la scène, on va dire, des mobilisations. Du côté des acteurs institutionnels, alors on a les représentants des lieux censés accueillir l'œuvre, en l'occurrence d'abord le théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis et ensuite le Studio 104 à Paris. Derrière ces lieux, vous avez des municipalités que sont celles de Saint-Denis et de la ville de Paris, et progressivement, au fil de la radicalisation des revendications, des mobilisations, une intervention du ministère de la Culture pour trancher dans le rapport de force entre les militants et les acteurs institutionnels. Ce qu'il faut, de mon point de vue, retenir de cet affrontement, c'est le dialogue de sourds entre des deux côtés du regard quant à l'appréciation de l'œuvre, non pas tant sur le plan esthétique, mais pour son contenu dans sa qualification raciste et son rapport à l'histoire. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions à me poser, parce que je pourrais parler longtemps. Mais... Non, mais allez-y, c'est intéressant d'avoir le tableau un peu global de la mobilisation, et puis ensuite on rentrera dans le débat. Donc ça, c'est pour la construction de l'affrontement, mais si je vais rebondir un peu à ce que j'ai entendu précédemment. La question, si vous voulez, les acteurs institutionnels contestés par les militants, les artistes, un certain nombre d'intellectuels qui n'ont pas tous les mêmes positions. Par exemple, la question de la censure a fait débat aussi bien parmi des dramaturges que des philosophes ou des écrivains. Donc il n'y avait pas de consensus sur cette question-là. Mais si vous voulez, ce qui me semble important dans la mobilisation autour d'Exhibit B, c'est la construction de l'argumentaire selon lequel il y aurait un malentendu, autrement dit, une mécompréhension. Toute mécompréhension suppose l'idée d'un sens exclusif d'un vrai, donc non pas d'une interprétation univoque, mais d'un vrai sens de l'œuvre, invité à être regardé par un public et des publics, eux-mêmes implicitement sommés d'entendre l'intelligibilité de l'œuvre. Or, ce qui me semble intéressant là-dedans, c'est que tout malentendu sur la scène publique, dans l'espace social, est déjà lui-même le produit de rapports de force. Et en l'occurrence, il ne me semble pas qu'on puisse mettre toutes les œuvres qui ont été présentées sur le même plan. Je suis très gênée entre... Enfin, je ne sais pas comment la discussion va s'orienter, mais si vous voulez, le débat autour d'œuvres engageant la question de la foi, où il n'y a pas d'espace pour la discussion rationnelle,
me semble pas revêtir les mêmes enjeux que la question double dans le cas d'Exhibit B, à la fois de la caractérisation raciste d'une œuvre et la question de la représentation des personnes, en l'occurrence noires, dans le monde, dans l'ensemble des représentations esthétiques et culturelles produites de manière ordinaire, qu'elles soient dans des œuvres artistiques ou dans l'espace social, la publicité, etc. Exhibit B a été un moment de cristallisation de l'ensemble de ces débats-là. Et pour le coup, l'argument a été opposé par les municipalités, par l'artiste, également par la Ligue des droits de l'homme, en l'occurrence, quant à dire aux acteurs qui s'indignaient de l'œuvre qu'il y avait un malentendu. Mais toute la question est de savoir de quoi parle-t-on et comment une œuvre invite à regarder le monde et quel type de relation est établie entre les artistes, les institutions et les publics invités à regarder l'œuvre. Comment faisons-nous communauté sensible? Et toute communauté sensible n'est pas une communauté homogène, mais une communauté politique travaillée par des tensions, travaillée par des rapports de force. Et la mobilisation contre Exhibit B, si vous voulez, elle a un effet de loupe sur cette communauté sensible, non pas au sens d'une unanimité dans le regard, mais au sens d'une conflictualité des regards entre acteurs institutionnels et militants dans différentes positions sociales, différentes positions hiérarchiques. Quand vous dites toute la question dans cette controverse, c'est de quoi parle-t-on précisément? Est-ce que du côté des publics mobilisés, alors divers, hein, avec tout cet ensemble hétérogène d'acteurs que vous avez nommés, mais est-ce que du côté de cette mobilisation, finalement, il ne s'agirait pas moins d'ouvrir la discussion sur la qualité raciste ou antiraciste de l'œuvre, qui est le terrain sur lequel se plaçaient les publics plus institutionnels, les acteurs plus institutionnels, mais est-ce qu'il ne s'agirait pas plutôt justement de critiquer ce que vous dites, cette communauté du monde de la culture dit autrement, est-ce qu'il ne s'agissait pas moins de contester l'œuvre que de contester la médiation qu'en ont fait le TGP et le 104, et de contester une certaine forme de programmation des théâtres publics et une certaine forme de gouvernance des théâtres publics? Je pense qu'il y avait plusieurs choses. En fait, ce qu'il y a d'intéressant dans la controverse autour d'Exhibit B, c'est le caractère mêlé des revendications qui sont de nature diverse, mais en même temps qui sont liées. Très clairement, Exhibit B arrive je pense, arrive dans une histoire de mobilisation antiraciste, de déception du côté d'un certain nombre d'acteurs. Alors là, il faut distinguer autant les personnes qui sont partie prenante du monde des arts, des spectacles, des arts vivants, donc les artistes, les danseurs, les metteurs en scène, etc., les écrivains. Donc, d'une part, il y a cette agrégation-là de revendications et de déceptions, des déceptions qu'il ne faut pas interpréter, comme j'ai pu le lire, simplement sous l'angle émotionnel, mais qui sont le vécu concret oui, il faut le dire, de discrimination institutionnelle, avec des justifications voilà, politiques, juridiques parfois. Donc vous avez cette accumulation, on va dire, de lutte qui rencontre plusieurs choses. Le choix esthétique quand même de l'artiste, et pour le coup, mais c'est son choix. Il y a un choix esthétique qui articule intimement un discours social sur ce qu'est le racisme. Donc, ce n'est pas simplement une représentation d'une œuvre qui nous donnerait à voir l'art pour l'art. C'est une œuvre politique avec un discours politique sous-tendu de part en part par cette œuvre. Et pour le coup, le public a pris l'artiste au sérieux. Donc, il lui répond au même niveau, c'est-à-dire il répond au discours produit sur la qualification raciste ou pas
de ce qu'il met en scène. D'autre part, à cela s'agrège à ce discours de l'artiste la manière dont les municipalités ont défendu d'une part la programmation et aussi la difficulté à instaurer un dialogue entre les représentants du collectif contre Exhibit B, parce que j'ai pu observer qu'il y a eu plusieurs décalages entre leur demande d'être reçus, la réponse par exemple au théâtre Gérard Philippe d'accepter ce moment de rencontre qui a été différé, qui finalement n'a pas eu lieu. Donc là, pour le coup, on a une succession de décalage entre des demandes, des réponses, etc. Et puis, d'autre part, à cela, donc à cette difficulté à ce dialogue de source s'articule un problème de fond, un problème structurel, qui est celui de la part d'opportunités offertes à des artistes issus des minorités, des populations minorisées, dans les lieux culturels, dans les institutions culturelles, pour pouvoir exprimer aussi leur regard. Donc, si vous voulez, il y a un ensemble de revendications qui ne sont pas toutes de même nature, mais qui viennent se cristalliser autour de ces semaines, puis ces mois Parce qu'en fait, vous avez la mobilisation à Saint-Denis d'abord en novembre et ensuite en décembre à Paris. Donc, durant ce mois et demi de convergence des luttes autour d'Exhibit B, plusieurs revendications de nature différente qui se rencontrent. Alors, un des modes de disqualification de cette mobilisation a été de dire que ces publics n'avaient pas vu l'œuvre et qu'ils refusaient de la voir. Françoise Vergès, vous avez dit dans une interview récemment, vous avez critiqué les formes d'injonction à voir qui pouvaient s'exprimer là. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire plus sur cette question par exemple, de la manière dont le refus de voir peut être aussi déjà une forme de réception, et en l'occurrence une forme de réception politique? En ouvrant la séance, vous avez prononcé, vous avez parlé de postcolonialité. Je pense qu'il faudrait vraiment placer peut-être vraiment la discussion là-dessous, enfin sous cet angle. Enfin pour moi. Sinon, moi, si vous voulez, je n'ai pas envie de tomber dans une conversation entre la liberté de l'artiste, d'expression de l'artiste, contre une demande de dignité. Parce que j'ai l'impression que ça nous... après, c'est un cas par cas, pratiquement. Enfin bon. Donc ça, c'est une première chose. Une chose aussi que je voudrais préciser, moi, j'ai été signataire du collectif contre Exhibit B, donc je veux dire, ouais. Donc je veux quand même, je veux le préciser par honnêteté, hein, pas par honnêteté, et en même temps, et je confirme ce que disait Sylviane, c'est-à-dire qu'il y avait des positions très très différentes à l'intérieur de ce collectif et des discussions très 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 vives sur certains choix. Donc il n'y a pas eu les gens c'est un truc uniforme de personnes opposées. Sur la question, oui, de devoir. Cette question, moi, je pense aussi cette question d'Exhibit B, il ne faut pas oublier les circulations d'idées et tout ça. Il y avait eu l'interdiction au Barbican, il y a eu des relations avec les activistes anglais qui s'étaient opposés. Il y avait eu déjà un débat en Afrique du Sud quand Brett Bailey avait présenté. Et je me souviens d'un texte justement d'un Sud-Africain, d'un artiste et critique d'art sud-africain qui m'avait beaucoup intéressé là-dessus dans sa critique et qui rejoint votre question, vous allez voir. C'est-à-dire qu'il disait, tout ça, ça peut être très bien, mais c'est comme si on supposait que tout ce corpus d'images ou de représentations liées au monde colonial et à une certaine représentation raciste, c'était comme un supermarché où chacune pouvait les puiser librement et de manière, et puis moi j'en prends 100, tiens tu en veux 60, et donc de considérer cela comme quelque chose de absolument neutre. Et que toutes ces images pouvaient être donc recyclées indéfiniment selon le goût de tel ou tel artiste. Ensuite, après, pourrait s'apprécier évidemment ce que cette personne a fait.
Mais c'était déjà cette considération, justement, de considérer que toutes ces références qui ont quand même se sont étalées sur des siècles et continuent d'ailleurs à être produites, étaient, voilà, c'était de la marchandise libre et à laquelle ensuite on pouvait aller faire son marché. Et je trouvais que c'était vraiment important. Ce n'est pas, je veux dire, ces images, ces représentations ont été produites dans des contextes très particuliers, elles continuent à être produites dans des contextes très particuliers. Il n'y a pas déjà, donc on peut s'interroger sur sur le fait qu'elles seraient, on pourrait effectivement les faire circuler comme une marchandise neutre. Comment elles ont été produites, par quelles elles ont été produites, peut être une question. Et je trouve qu'on peut se poser cette question. Avant même de dire on est d'accord, on n'est pas d'accord avec ce qu'a fait Brett Bailey, etc. Il y a des questions que j'aimerais qu'on puisse discuter. Et c'est sûr, effectivement, l'argument, vous n'avez pas vu. Mais il y a des choses, c'est ce que j'avais dit, mais il y a des films ou des pièces de théâtre ou des livres que je ne vais pas lire. Je ne vais pas m'imposer de lire ces choses, a priori. Alors on va me dire, mais alors dans ce cas, tu fais de la censure. Mais je ne vois pas pourquoi j'irais voir un zoo humain. Je ne vois pas pourquoi... c'est comme si je savais déjà ce que j'allais trouver. Alors évidemment, je peux y aller et trouver que finalement, c'est pas si mal mis en scène, qu'il y a peut-être en fait un peu d'ambivalence, un peu d'ambiguïté. C'est pas vraiment tout à fait comme ça. C'est pas tout à fait insultant. Qu'est-ce que ça va m'apprendre vraiment ? Ce que je veux dire, c'est... Cette injonction à voir, c'est que si je la voyais, l'image, littéralement m'apprendrait quelque chose, mais elle ne m'apprend rien, je veux dire, comme ça, tel que. Alors après, on va me dire une médiation. Mais une médiation qui va s'exprimer de quelle manière ? Alors, je visite Exhibit B. Il y a des personnes qui m'expliquent. Mais est-ce que je peux interpeller ? Est-ce que je peux... Il y a un malentendu, on n'a rien expliqué à personne. Non, mais je ne parle pas de ce que vous faisiez, je vous avais fait. Je parle de ce qui pourrait être proposé dans une série de réponses à cette manière, à cette exhibition. Et je trouve que, parce que, si vous voulez, pour revenir à cette question de voir, que si je vois, je vais comprendre. Par exemple, la question, ça fait très très longtemps qu'on est plusieurs à discuter de qu'est-ce qui serait de montrer ce que a été l'esclavage colonial. De le montrer. Et de montrer, d'en faire saisir plus que simplement des faits, des chiffres. C'est très très difficile d'y penser vraiment à la représentation. Par exemple, le bateau négrier. Qu'est-ce que ça veut dire de représenter le bateau négrier ? Qu'est-ce que je verrais ? Donc, qu'est-ce que je comprendrais de cette expérience ? Je trouve que ça vaut la peine de poser cette question. Je ne dis pas il ne faut pas. Je ne dis pas il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, mais comme si, a priori, je savais déjà que si je le montrais, tout le monde va comprendre et que tout le monde sortira de là en disant c'était affreux. Mais j'espère bien en plus que les gens diraient c'était affreux, mais quoi de plus ? Donc cette question du voir, que le voir mettrait immédiatement en relation avec une expérience et du coup avec une condamnation, parce que le présupposé c'est ça. Le présupposé c'est que quand même si j'ai vu ça, ça va m'indigner et je vais être. Donc Brett Bailey en fait faisait, ce qu'on n'avait pas compris, c'est qu'il faisait une performance antiraciste et que si on le voyait on le comprendrait. Mais c'est ce raisonnement, la logique de ce raisonnement que je questionnais. Parce que je sais suffisamment pour avoir passé mon temps et à écouter que les gens ne voient pas nécessairement ce qu'on pense qu'ils voient. Au musée de l'Holocauste à Washington, les scènes les plus violentes sont mises c'est comme il y a des carrés comme cela avec des parois et vous vous penchez au-dessus pour pouvoir voir. Ça, c'est pour que justement, c'est les choses les plus violentes pour que comme ça, les spectateurs qui passent ne l'auraient pas tout de suite, feraient ce geste. Et en même temps, c'est très très étrange de se pencher comme ça et de regarder. Il y a quelque chose. Je veux dire, je ne dis pas que c'est facile. Ce que je veux, c'est poser ces questions. Après, par exemple, c'est toujours parce que je passe mon temps dans les musées de la cruauté, on pourrait dire. Il y a un wagon. C'est un des wagons qui a emmené les Juifs vers les camps de la mort. Et on traverse ce wagon. On regarde, on est dedans le wagon. Le wagon, il est tout propre. C'est normal, c'est dans un musée. Il est tout propre. Il est tout propre.
Bon, alors je vois un wagon. Je vois quoi. Donc, je pose ces questions de qu'est-ce que ça veut dire de représenter. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas. Je veux qu'il y ait un petit peu plus longtemps de discussion là-dessus et qu'on ne me réponde pas aussitôt. Mais alors donc, tu ne veux pas qu'on montre? Non, quand même, je ne suis pas. C'est pas de ça. Je pense qu'aujourd'hui, compte tenu qu'il y a eu tout un modèle de monstration qui fait l'équivalence en je vois, je comprends, je vois, je condamne, et qui serait donc dans une lecture qui serait spontanément, qui s'offrirait spontanément à moi, que je trouve qu'il y a un présupposé de tout un cadre moral qui n'est pas nécessairement là. Je ne pense pas. Et donc, je pense, voilà. Donc, Brett Bailey, a priori, on nous disait que c'est une pièce antiraciste parce qu'il montre, mais c'est tout ce présupposé. Enfin, c'est ce qu'il a déclaré. Il y a un malentendu. Je peux dire 2 secondes parce que j'ai l'impression que... Est-ce que, par contre, moi, je voudrais dire quelque chose sur le fait de voir. Et puis après, je vous laisse la parole. Juste pour alimenter la discussion, cette idée que voir... Enfin, soyons clairs, hein, l'argument selon lequel il faut avoir vu, ça n'est pas un argument, c'est une naïveté sociologique. Voir... non, je n'ai pas terminé mon raisonnement. Voir, c'est pas juger. Donc, il n'y a pas une activité perceptive, neutre, dans laquelle le sens est donné simplement à une rétine confrontée à un objet. Nous apprenons à voir depuis la naissance. Les musées nous apprennent à voir. Il suffit de lire Bourdieu dans La Distinction pour savoir que voir, c'est un travail que la société produit sur des individus qui ne sont pas tous mis dans les mêmes conditions sociales pour apprendre à voir. Vous lisez des philosophes empiristes qui vous expliquent qu'il ne suffit pas de voir pour juger. Donc, de quoi parlons-nous? Faut-il voir ou faut-il juger? C'est-à-dire évaluer, apprécier, se faire un avis. Là, on est dans le débat démocratique, débat politique sur qu'est-ce qu'une œuvre, comment apprécie-t-on une œuvre, débat qui ne concerne pas que des acteurs institutionnels, qui ne concernent pas que des artistes, mais pour le coup, et là nous sommes dans la discussion qui nous rassemble cet après-midi, qui est une conversation entre des publics, des sensibilités, des manières d'avoir appris à voir. Et en l'occurrence, toutes les personnes noires n'étaient pas unanimes à condamner, par exemple, l'œuvre. Et c'est là où, par exemple, je n'ai pas partagé un certain nombre d'analyses que j'ai lues sous la plume de certains sociologues, consistant à dire qu'une expérience commune de la racialisation aurait déterminé la manière de voir Exhibit B. Avoir vécu le racisme ne suffit pas à structurer une communauté d'expériences. Donc, pour le coup, et c'est là où je rejoins un peu ce que Françoise disait, ne pas vouloir voir, c'est ne pas s'offrir à l'appréciation, au jugement, tout simplement par choix esthétique, par choix politique, par sensibilité personnelle, ou je ne sais pas, juste, on va sortir du cas d'Exhibit B, mais vous entendez parler d'un film qui suscite beaucoup d'émotions, je ne sais pas, je vais prendre un exemple très neutre, entre guillemets. Quand la liste de Schindler est sortie, vous aviez des gens qui avaient tellement peur d'avoir peur qu'ils ne se sont pas autorisés à voir le film et qui ont attendu que le travail de leur sensibilité personnelle, du rapport à la Shoah, etc., en eux bouge pour pouvoir s'autoriser à voir. Donc cet argument selon lequel on n'a pas vu, donc on ne peut pas prendre position, c'est simpliste. Françoise Vergès. Oui, juste, je voudrais... faut laisser aussi... Je voudrais qu'on revienne à des questions plutôt que des prises de position. De toute façon, parce que sinon, on revient finalement, non, il n'a pas dit ça exactement ou ça n'a pas été comme ça exactement. Mais les questions que vous posez de la mobilisation des publics, et je pense et c'est pour ça que je voulais revenir à la question de la postcolonialité, parce que vous avez dit effectivement de nouvelles sensibilités. Je pense que, par exemple, ce qui est ça, Exhibit B, et je ne veux pas nécessairement, a été aussi à montrer, a mis sur la place publique une émergence qu'on n'avait pas encore vue, particulièrement en France, de personnes qui s'exprimaient sur une performance artistique. Et on ne les attendait pas, on n'attendait pas d'entendre leur opinion. Ça, c'est un fait.
on peut trouver que c'était pas bien, mais c'est un fait qui se multiplie. Donc on peut partir, on peut aussi se demander, c'est vrai que de nouvelles voix se font entendre et qu'ils ne sont pas, parce que de la censure, il y en a toujours eu en France. On n'a pas commencé là tout de suite. Hein. Bon, il y a des immenses cas et certainement Agnès les connaît dans l'histoire. Mais là, donc, ce qui est nouveau, bon, évidemment, mais ce qui est nouveau vraiment, c'est que ces voix, ces personnes qui se mêlent de parler de choses sur lesquelles on ne leur avait jamais demandé leur avis et justement sur lesquelles, en général, elles ne s'exprimaient pas. Elles osaient venir parler. C'était ce qu'on a vu dans les manifestations, les personnes du 93, comme on dit, hein, qui se sont permis, qui se sont autorisées à dire « mais nous ne voulons pas de ça ». Pour moi, c'est ça qui est intéressant. Plutôt que de dire « ils avaient raison, ils avaient tort, ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est que ça, c'est un fait, et qu'on voit ce fait se multiplier aujourd'hui. Que des artistes prennent position, font des œuvres qui sont en rapport avec ça, en vouloir dire autre chose, que protestants, créant, que ce soit dans la danse, dans la performance, dans le théâtre, dans le cinéma, créant quelque chose. Et effectivement, Exhibit B était un des éléments de tout ça, mais il ne faut pas tout ramener donc de cette émergence de voix et de discussion, de débat, puisque, on l'a souligné, tout le monde n'était pas d'accord et ça continue. On ne peut pas leur réduire à quelque chose que ben voilà, il faut qu'ils apprennent à voir. Voilà. Donc c'est ça, moi, qui est intéressant pour moi dans cette affaire, ce qui est intéressant. Et que même, il y a des choses avec lesquelles on ne va pas être d'accord, qui vont s'exprimer de manière qu'on percevra comme effectivement un interdit à faire quelque chose, à créer. On le voit, ça existe déjà, ou des choses avec lesquelles on n'est pas nécessairement d'accord dans leur expression, dans la forme d'expression que ça prend. On trouve que finalement, quand même, où c'est un appauvrissement artistique, parce qu'il faut je sais pas, être conforme à quelque chose. Donc, moi, j'en suis tout à fait consciente. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qui se fait, mais je trouve que c'est un moment important. C'est un moment important à approcher, à analyser, sans tomber dans une condamnation aussitôt. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Moi, je trouve que voilà, c'est là et c'est partout, et c'est pas simplement en France, mais c'est aussi dans ce qu'on appelle les Outre-mer. Serge Romana. Alors, je fais partie donc d'une association d'entrepreneurs de mémoire dont je parlerai, on va dire, aussi qu'en tant que militant. Je fais partie des gens qui n'ont pas signé la pétition. Donc c'est bien, on a des... Et je fais partie des gens qui ont été voir Exhibit B. Et mon expérience est la suivante. Je décide d'aller voir Exhibit B. Bon, parce que je n'avais pas entendu, j'avais entendu qu'il y avait des problèmes, mais bon. Et l'après-midi, j'ai un coup de fil d'un autre responsable associatif qui me dit qu'il va porter plainte contre le fait qu'Exhibit B passe au tribunal administratif pour l'interdire. Je lui dis, mais pourquoi tu portes plainte? Est-ce que tu as vu la pièce pour porter plainte? Il me dit non. Je lui dis, bon, ok, tu viens avec moi et tu portes plainte après. Parce que bon, c'est comme ça. Parce que là, il y a une différence entre dire on ne va pas voir et dire je porte plainte contre. C'est deux niveaux différents. Et je pense qu'il faut vraiment bien les... Sinon, on va... Donc, on va voir tous les deux. Alors, il arrive, moi je vais, on va dire, j'arrive en marchant bien droit, et lui, il arrive en marchant à reculons, pour dire ça comme ça. Et donc, on entre, puis on voit Agnès, etc. Bon, bref. Et puis, on rentre dans la salle, il y a tout un rituel. Bon. Et puis, on passe. Et très honnêtement, mon opinion est claire à la fin, c'est que pour moi, c'est une œuvre antiraciste. Moi, c'est comme ça que je le sens. Et donc, j'ai mon... Et puis, je vais après, puisqu'il y avait Agnès et d'autres personnes qui étaient là, avec le président d'une association importante, hein, c'est pas une association importante, nationale,
d'originaires d'outre-mer. Et il se tait, il ne parle pas. Et puis, au bout, je vais très vite, au bout de tout ça, là, il ressort, on part ensemble, et puis il revient, et il dit à Agnès, enfin, il dit, il faudrait, pourquoi on ne passe pas ça à la télévision? Carrément. Hein. C'est-à-dire qu'il est passé de « je porte plainte » à « pourquoi on ne passe pas ça à la télévision ?» parce qu'il faut que tout le monde voit ça. Ça, c'est une expérience, en tout cas mon expérience de la chose. Première expérience. La deuxième expérience, c'est que lorsque je discute après la pièce avec Agnès et d'autres personnes présentes qui ne comprennent pas pourquoi il existe un mouvement d'opposition aussi fort. Et là, je rejoins ce que dit Françoise. Il me semble que le mouvement antiraciste en France n'est plus du tout en lien, en rapport avec la réalité, une certaine réalité de terrain. C'est-à-dire que le mouvement antiraciste français est un mouvement antiraciste qui s'est constitué, me semble-t-il, sur des questions de principe, des questions, oui, de principe, hein, fondamentales, de principe, il y a une histoire, là, etc. Donc, Ligue des droits de l'homme, SOS, etc., etc. Mais j'ai pensé, je l'ai exprimé déjà plusieurs fois, qu'avec l'arrivée des originaires d'outre-mer ici, avec le regroupement familial dans les années 80 des personnes, des Soninké et des Bambara de la région de Caille en particulier, la question du racisme, cette question est posée de façon totalement différente. On n'est plus dans un problème de principe. Et ceci, je l'ai observé de façon très très claire en 2013. Vous vous rappelez, lorsque Taubira a été attaqué, fermement attaqué. Et lorsque on s'était réunis, on s'était réunis pour faire, il y a une marche qui a été faite. Eh bien, en fait, lorsqu'on voulait poser la question du racisme que j'appellerais donc le racisme colonial, c'est-à-dire issu, contemporain, issu de la colonisation, qui s'est développé, donc on va dire le racisme tel que nous l'avons vécu, tel que nos sociétés dans laquelle nos sociétés ont été structurées, le racisme qui induit une atteinte très profonde de l'estime de soi. Ce racisme-là, eh ben, il est mal connu ici. Et s'il est mal connu, on ne peut pas comprendre la réaction de ces jeunes activistes. On ne peut pas la comprendre. Parce que ce racisme-là aussi, le traiter est quelque chose de compliqué, très difficile, très très difficile. En tout cas, vous donnez juste, et je finirai là-dessus, lorsque on a fait donc cette manifestation pour dénoncer ce qui se passait, vous vous rappelez que la dénonciation de la façon dont Taubira, ministre de la Justice, garde des Sceaux, avait été très faible hein, au départ. Hein, il a fallu attendre un bout de temps quand même hein, pour répondre à ce racisme colonial. Eh bien, lorsqu'on s'est réunis avec la Ligue des droits de l'homme, comme il s'appelait, Tartatovsky, le MRAP, etc., là, il y avait aussi l'UEJF, donc les étudiants juifs. Eh bien, tout de suite, il fallait absolument, ce jour-là, faire une marche contre, en fait, le racisme, l'antisémitisme et contre également l'homophobie, etc., etc. Et les personnes d'origine africaine ou antillaise qui étaient là, ils disaient, mais c'est pas possible. Mais non, il faut qu'on ait cette journée, cette manifestation doit être contre le racisme colonial. Enfin, ils ne disaient pas ça comme ça, mais c'était cette question qui était posée, comme si c'était systématiquement, on va dire, minoré et qu'il fallait tout mettre ensemble encore une fois, etc., etc. Et c'est un combat très compliqué. On l'a imposé, mais ça n'a pas été évident du tout. Quant au fond, le défi dans lequel, me semble-t-il, la société... Donc, le défi dans lequel la société ici, française se trouve, me semble-t-il, c'est comment ces jeunes accèdent à la République, comment la République, en fait, accepte ces jeunes. C'est très compliqué de dépasser, on l'a vu aux États-Unis, d'ailleurs, la société
post-racial, hein, c'est des choses compliquées, c'est pas évident. Mais il me semble que, oui, ces manifestations dures contre sont l'expression d'un problème politique dont il faut tenir compte, qu'il faut analyser. Et moi, chaque fois, je le dis à mes amis d'SOS ou je l'ai dit aussi à mes amis de la Ligue, votre conception de la lutte antiraciste est dépassée. Elle n'est plus d'actualité. En tout cas, il faut la compléter. Parce que si ça ne se fait pas, on va aboutir à ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire pendant les vacances dernières, il y avait un rassemblement et là-dedans, les Blancs n'étaient pas acceptés. Point à la ligne. Vous vous rendez compte où est-ce qu'on va? Et parce que justement, il n'y a pas une analyse, une compréhension de ce que la colonisation, ce que ces sociétés fabriquées là-dedans, comment elles ont été fabriquées et qu'est-ce qu'elles véhiculent dans le ressentiment, dans les images, etc. etc. Mais si, comme vous le dites, le racisme colonial est mal connu, n'est-ce pas aussi précisément du fait d'une faiblesse de la politique culturelle en la matière? Je pense aux revendications qui ont été portées durant des années par vous-même, par Françoise Vergès, par tout un tas d'autres acteurs, de création d'une autre politique mémorielle. Et je pense par exemple à la question de la création d'un musée de l'histoire de la colonisation et de l'esclavage qui soit situé en métropole. Voilà. Donc c'est une question que je vous adresse à vous, Serge Romana, et puis éventuellement à Françoise Vergès aussi, si vous voulez réagir. Rapide. Moi, ma position sur ces questions est la suivante. Si les sociétés elles-mêmes, les descendants, je vais dire, alors, si ces sociétés, les originaires venant de ces sociétés ne prennent pas en fait en charge ces types de problèmes eux-mêmes et pour le porter de façon très claire, mais c'est pas facile. Dans la société, les choses ne vont pas progresser. C'est des choses. Si je prends l'exemple, par exemple, de ce qui concerne la mémoire de l'esclavage, très très rapidement, donc je ne passerai pas de diapositive parce qu'on n'a pas le temps. Mais je vais dire ça donc très très vite. Comment voulez-vous que ces personnes qui sont issues de ces sociétés puissent revendiquer, par exemple, que le gouvernement ou en France, on tienne compte ou on honore, par exemple, leurs aïeux? Lorsque eux-mêmes ont honte de ça, ou ont des difficultés, ou ne connaissent pas, ou on dit chez nous, mais surtout ne pas parler de ça. Si nous, on est arrivé aujourd'hui, dans la loi française, il est inscrit que non seulement on commémore l'abolition de l'esclavage, mais on commémore aussi la mémoire des victimes de l'esclavage. C'est 20 ans de travail, ça. Mais ceci n'aurait jamais pu être fait si ceux qui portaient cette mémoire, eux-mêmes, n'avaient pas travaillé ces questions. Et travailler ces questions, c'est 600 séances de groupes de parole, c'est plus de 1000 conférences d'universités populaires, c'est aller retrouver dans les archives 120 000 personnes qui étaient esclaves en 1848, les mettre dans des livres, les mettre sur des monuments, beaucoup investir pour qu'il y ait une journée consacrée à ces personnes. C'est énormément de travail. C'est aussi conquérir la République sur ces questions. Si on ne le fait pas, comment voulez-vous que c'est pas possible, cette question? Alors, nous, on a été capable de le faire sur cet aspect. Mais les jeunes qui sont les jeunes de banlieue, ou qui deviennent adultes à la place de leurs parents, parce que leurs parents ont été disqualifiés devant les juges, dans les écoles, mais ça, c'est l'expérience qui est concrète, qui parlent mal le français. Et donc, c'est les enfants qui parlent le français mieux que leurs parents. Donc, en fait, qui deviennent grands, dont les autorités ne sont plus les mêmes, les autorités des pères ne sont plus les mêmes. C'est compliqué tout ça. Et lorsque vous avez des travailleurs sociaux qui ne connaissent pas ces réalités, qui ne savent pas comment appréhender tout ça, eh bien, c'est difficile. Très, très difficile. Françoise Vergès, peut-être pour reformuler cette question en lien avec l'action du collectif Décoloniser les arts, comment mettre en œuvre une politique culturelle décolonisée, puisque c'est en partie la question que pose votre collectif. Alors, on pourrait dire que Serge a posé la question à partir justement de ces sociétés qui sont toujours, qui vivent sur des territoires qui sont dans l'espace républicain français, mais qui ont d'autres histoires, d'autres mémoires, des langues. Bon, on parle les Caraïbes, Amérique du Sud, Pacifique, Océan Indien. Donc ça, c'est important. Moi,
je vais donc me poser de l'autre côté, d'ici, et je vais partir de ce que Césaire analyse dans Discours sur le colonialisme et dans lequel il reviendra dans sa lettre de démission au PCF en 1956, ce qu'il appelle l'effet boomerang. C'est-à-dire de dire on ne peut pas coloniser impunément. C'est-à-dire que ça va vous revenir, à vous. Ça ne peut pas être laissé là-bas. Il n'y a pas un espace là-bas où vous faites violer les droits, etc., et que ça ne reviendra pas chez vous. C'est-à-dire que ça contamine inévitablement la démocratie et la République. Ça va rentrer. Et il parle dans sa lettre de démission comment donc ça a contaminé les mouvements les plus progressistes ou les plus radicaux, comme le Parti communiste à cette époque. Ce que Fanon reprendra aussi dans l'an 5 de la Révolution en parlant du fait que même pendant la guerre d'Algérie, le soutien est conditionnel, dit-il. Le soutien que même donc des gens mais très engagés pour l'indépendance, mais quand même, disons aux Algériens, mais faites quand même pas trop ça, faites comme ça, pour que votre lutte soit acceptée chez nous. Et donc, je parle, mais on pourrait parler d'autres intellectuels. Donc, ce qui montre que la décolonisation, l'idée que la décolonisation se passe simplement pour les peuples colonisés est une fausse idée. La société qui est colonisée doit se décoloniser. Elle doit entrer dans son propre processus de sa propre décolonisation. Donc de comprendre pourquoi il y a des réactions aussi violentes à Exhibit B. Et qui sont peut-être, et on a répété qu'on n'était pas tous d'accord sur toutes les manières de le faire, mais que ce n'est pas absolument, je veux dire, ces personnes ont le droit de dire quelque chose. Alors après, pourquoi ça a pris cette forme, tout ça, on doit en discuter. Donc pour moi, il y a une reconfiguration de l'espace républicain dont, par exemple, Todd Shepard a parlé dans l'illusion de la décolonisation. C'est-à-dire qu'en 1962, on clôt le chapitre colonial. C'est fini, on lâche l'Algérie. Et donc, il y a une idée que finalement, on a mis ça dehors, qui va revenir par l'idée des quartiers populaires et des cités, mais qui n'est posée que comme question d'émigration postcoloniale. Et donc, pas du tout comme question, mais qui était là même avant. C'est-à-dire que ces personnes-là font irruption en disant que c'est cette question. Mais la question du fait colonial n'avait pas disparu. Elle ne réapparaît pas simplement parce qu'il y avait du monde dans les quartiers populaires. Elle était déjà apparue en Guadeloupe en 1967 et dans des tas d'autres endroits ou en Kanaki. Donc déjà, sur cette question donc d'un musée, par exemple, d'un musée de la colonisation et de l'esclavage, mais avant de le faire, il faudrait faire ce travail profond. On a certainement tous des milliers d'anecdotes sur des questions qu'on nous pose encore en 2017, sur des questions du fait colonial qui sont stupéfiantes d'ignorance ou d'incompréhension, mais je vous parle par des personnes qui sont en charge de la culture et des arts. Donc il y a eu les successions de points aveugles sont constants. Et donc, de ce qui ensuite est traduit en incompréhension, bien entendu. Mais c'est au départ, il y a vraiment des choses qui ne sont pas connues, et qui fait que, mais pourquoi vous dites ça comme ça? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Mais il ne nous arrive rien. Ce qui arrive, c'est ce qui ne devait arriver inévitablement dans une société qui, en fait, pendant donc 4 siècles a eu esclavage et plus d'1 siècle et demi a eu la colonisation et continue. C'est quand même un État qui continue à avoir des territoires dans le monde, à travers le monde, et qui sont absolument, ce sont des peuples, il y a des peuples autochtones qui y vivent ou des peuples qui ont été déportés. Donc on doit se poser la question, oui, de cette décolonisation. Et à l'intérieur de cette décolonisation, la décolonisation des arts. Donc cette association qui a été mise en place en 2015 pour poser la question, parce qu'on partait aussi de ce préjugé positif dont bénéficie le monde des arts et de la culture, que ce serait un monde progressiste, ouvert, moins misogyne, moins sexiste, moins raciste que le reste des institutions en France. Et on disait, mais dans ce préjugé, c'est d'essayer de comprendre comment ça revient, justement, cet effet boomerang, comment il est rentré, comment il s'exprime, comment il s'insinue, qu'est-ce que ça veut dire, et comment on va donc effectivement l'analyser, voir ce qui se passe, comment il s'exprime, et comment on va pouvoir décoloniser. Donc cette décolonisation, c'était à la fois de voir, évidemment, les premières choses, c'est les choses visibles, c'est-à-dire combien d'artistes racisés jouent, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes asiatiques qui peuvent jouer Phèdre, ou d'acteurs noirs qui vont jouer le Cid, ou je sais pas qui, enfin, ou Othello, même Othello, ils n'ont pas le droit. Voilà. Bon.
Donc on est là, et ça c'est la danse, le théâtre, les arts plastiques, enfin bon, ces domaines-là. Le cinéma c'est un peu plus compliqué, mais encore c'est pas. Donc c'était déjà ça, la question de la représentation. Là il y a la question de la narration, quels sont les récits qui sont aussi encouragés, la question de l'écriture qui peut être encouragée, la question de la formation, comment les étudiants sont formés dans les écoles d'art, dans les écoles de théâtre, dans les écoles de cinéma, à quoi ils peuvent avoir accès, non pas pour qu'ils se mettent tous à raconter ces histoires-là, mais que ce soit possible, qu'il y ait peut-être une autre manière de voir les choses. Ça, et de voir effectivement une multiplicité de récits qui ouvrirait aussi qui ouvrirait la porte et les fenêtres et qui ferait rentrer un peu d'air. Et pourquoi, et donc une des questions, mais c'est une des questions qui est discutée, pourquoi ça crispe si rapidement sur ces questions? Pourquoi ça crispe très 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 rapidement sur ces questions? Mais pourquoi? Mais quoi? Mais bon, Serge et moi, on s'est rencontrés il y a très longtemps sur cette question de l'esclavage, et comme il dit, mais le combat qu'il a fallu mener et qui n'est pas gagné pour que toute la société française comprenne le rôle qu'a joué l'esclavage colonial dans sa propre formation. Non pas dans la formation des sociétés issues, pas seulement pour cette question, que par exemple CMM 98 prend en charge ou d'autres, mais dans sa propre formation à elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on pense toujours la colonisation après, mais l'esclavage, 4 siècles. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, dans un débat récent sur le féminisme, on me dit, mais les femmes, ça. Je dis oui. Alors les femmes françaises n'avaient aucun droit, enfin avaient très peu de droits au XVIIe siècle, ce qu'on appelle les droits. Mais elles avaient le droit de posséder des esclaves. Elles avaient quand même ce droit. Et ce droit leur était accordé par le privilège d'être blanches, pas par autre chose. Elles n'avaient pas le droit de vote, elles n'avaient pas des droits de posséder. Il y avait des tas de droits dont on sait qu'ils leur étaient refusés. Donc il faut. Et ce privilège qu'elles ont, et quand on voit que dans les dossiers de compensation, à la fin, où les propriétaires d'esclaves sont compensés, vous trouvez des femmes qui sont ici, qui ont possédé des esclaves, qui n'ont jamais mis le pied dans une colonie, qui ne savent même pas où c'est, nécessairement, mais qui les possèdent parce qu'on investissait là-dedans, comme aujourd'hui on investit, je sais pas moi, dans je sais pas quoi, quand on va à la banque et que votre banquier vous propose d'investir dans je sais pas quoi, ben là, il y avait des petites dames qui avaient 3 esclaves, je ne sais où. Donc on voit, ce que je veux dire, c'est cette contamination. Je pense qu'il faut revenir sur cet effet boomerang, cet effet de contamination, et de ce que ça a fait, que cette société prenne conscience de ce que ça lui a fait, de comment elle a été faite à travers ça, de certaines choses qui sont visibles et de tout ce qui n'est pas visible, de tout ce qui a été mis en dessous et qui devient justement des choses dont on se rend plus compte et dont on se dit mais pourquoi ces gens protestent? Qu'est-ce qu'ils ont à protester? Parce qu'on ne sait peut-être pas vous, Agnès, mais écoutez, si j'ai 25 000 anecdotes, je ne vais pas les sortir, ça n'a aucun intérêt. Mais vous prenez les choses personnellement. Je ne vous demande pas de prendre les choses personnellement, je vous demande de voir la structure, comment c'est structuré à l'intérieur de cette société. Je suis sûre que j'ai des amis universitaires, des amis artistes, des amis qui vous racontent constamment la manière dont ils sont dans la santé, tout ça, ils ou elles sont perçus parce qu'ils ne sont pas perçus. Ça, c'est une structure. Je ne suis pas dans des histoires personnelles d'individus, ça ne m'intéresse pas. Je suis dans le fait que ce que Serge rappelait, c'est-à-dire la honte. La honte, c'est-à-dire les victimes ont honte d'avoir été victimes. Les bourreaux n'ont pas honte. Les bourreaux n'ont pas honte. Dans ce pays, les bourreaux n'ont pas honte. Une réponse très rapide parce qu'on va ouvrir le débat à la salle. Mais oui, je vous en prie. C'était pas du tout pour personnaliser le débat, mais non, c'était plutôt une réaction. Comment c'est possible que ça soit si difficile de faire entendre quelque chose qui doit être entendu? Donc, je ne sais pas comment. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et j'aurais envie de répondre à plein de trucs. Mais parce que s'il n'y a pas eu de débat à Saint-Denis, c'est parce que la police l'a interdit. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas assurer la sécurité, alors que nous, on le demandait depuis 1 mois avant que le spectacle ait eu lieu, parce que c'est pour nous la clé de tout, la possibilité de débattre. Et merci, au fait, à la BPI d'organiser ce débat, parce que nous, enfin, en tout cas, pour la première fois, on peut discuter ensemble et j'espère vraiment qu'il va en sortir des choses constructives et non pas rester sur ces oppositions. Alors, je veux dire 2 choses. Vous comprendrez
que je ne peux pas accepter cette explication que vous donnez sur le fait de ne pas voir. Je ne peux pas l'accepter parce que sinon on peut fermer boutique. C'est-à-dire que nous passons notre temps à faire face, et c'est pour ça qu'on parlait des différents objets de l'observatoire. C'est le seul point commun. C'est que quand il y a eu l'attentat au cinéma Saint-Michel, moi j'avais 13 ans. Hein, et je me souviens très bien de conversations avec des gens qui trouvaient ça parfaitement normal. Et je leur ai dit, mais est-ce que vous avez vu le film de Scorsese qui s'appelait La dernière tentation du Christ? Et ils répondaient, ah bah certainement pas, on va pas aller voir quelque chose qui est blasphématoire. Donc moi, ça a constitué tout mon engagement aux côtés des artistes. Voilà, fin de l'histoire. Ce que dit Serge est complètement vrai. On n'a pas vu venir ce que nous, on allait se prendre dans la gueule à soutenir Exhibit B, très clairement. Et ça a été un séisme pour tous les partenaires et les militants de l'Observatoire. Je veux dire, ça a été, nos plaques tectoniques ont sacrément bougé. Voilà. Ça a été compliqué, ça a même été violent, parce qu'il y a quelque chose que vous devriez quand même dire, puisque vous faites l'analyse politique de ce qui s'est passé, c'est la violence. Hein, moi, j'étais juste à côté de la porte du TGP quand elle a explosé sous les coups de la brigade anti-négrophobie. J'étais là quand ils sont rentrés dans l'installation. J'ai consolé les équipes du TGP qui étaient les nanas en larmes et complètement stressées. Ça a été vachement violent. Vachement violent. C'est pas possible. Je veux dire, c'est juste... voilà. Et je me suis, en tant que médiatrice, j'ai négocié avec les mecs de la BAN. Voilà. Je suis persuadée que ni l'une ni l'autre d'entre vous n'approuve ce genre de méthode. En tout cas, voilà. Nous, c'était la première fois que ça nous arrivait. D'habitude, on s'en prend aux œuvres. Là, on s'en est pris aux lieux et aux gens. C'est pas possible. Cela étant, je veux dire, voilà. Cela étant, le boulot, et on en parlait un petit peu avant, et le travail à faire sur l'absence sur nos écrans, sur les scènes de théâtre, beaucoup moins en musique, mais c'est le seul domaine dans lequel il y a moins ce problème-là. L'absence de possibilité de jouer, de créer, de faire des pièces représentées, etc., est insupportable. Et là-dessus, nous en sommes tous complètement d'accord et prêts collectivement à soutenir toute action qui n'impliquerait pas la censure d'une œuvre, je le dis aussi clairement parce que là on serait complètement en porte-à-faux, mais prêt ô combien à soutenir l'action de décoloniser les arts. Alors, je sais qu'il faut avoir le débat. Je voudrais juste une chose. La censure, ce n'est pas simplement d'interdire ce qui est fait, c'est aussi de faire que rien ne puisse se faire sur quelque chose. Il n'y a pas en France, en 2017, il n'y a toujours pas eu une grande exposition nationale sur l'esclavage colonial pratiqué par la France. On est en 2017. Sylviane Larcher, oui, vraiment juste une minute. Merci. Je ne suis pas intervenue dans la discussion en tant que porte-parole des militants contestataires d'Exhibit B. Il se trouve que je mène une enquête actuellement sur l'antiracisme en France. Juste pour amener un petit élément dans la discussion, il n'y a pas un mouvement antiraciste en France. Il y a une sphère démobilisation antiraciste, sphère conflictuelle, contradictoire, et il se trouve qu'actuellement là, on est pas tant dans une mobilisation d'un vécu du racisme colonial qui sera encore agissant aujourd'hui, mais plutôt dans le fait que finalement la société française produit... Il y a une démocratisation, pour le coup, pas de la culture au sens des espaces culturels, mais de la démocratisation scolaire, qui fait que des publics qui ont la vingtaine, par exemple, ont d'autres ressources critiques que les ressources classiques que les générations antérieures ont eues. Et ces ressources critiques-là, qui viennent d'un ensemble de corpus qu'on peut avoir à l'université, au lycée, par les réseaux sociaux sous des formes diverses, contribuent à la
transformation pour certains militants de leur rapport politique à la grande culture, aux espaces culturels et aux institutions. Et il se trouve que c'est un des éléments du fossé entre des acteurs institutionnels et des militants d'une nouvelle génération qui veulent déplacer la polarité du débat sur la question raciale en France. Et je m'arrête là. Merci. Nous allons donc ouvrir le débat à la salle. Alors, une première question. Première question. Si on a plusieurs, on peut première peut-être les question. prendre en série, comme il nous reste peu de Donc, temps. on vous demande, s'il vous plaît, de poser des questions de manière assez condensée, concive, parce que voilà, on a un peu dépassé le temps. Merci. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour l'intervention. Une question très rapide, en fait, pour Agnès Tricoire. L'argument de la violence arrive toujours comme un argument qui mettrait fin au débat. Comme si, en fait, ça présuppose par contre que la programmation culturelle, en fait, et les productions culturelles ne puissent pas être porteuses de violence. Enfin, et ça, je pense que c'est un présupposé qu'il ne faut pas taire. Je suis désolé, j'étais militant dans la lutte contre le sida. Vous connaissez bien ACT UP parce que vous nous avez défendu nombre de fois contre les interventions qu'on faisait publiquement. Les gens se plaignaient pour la violence d'avoir reçu voir des capotes remplies de faux sang. Et en attendant, ils disaient quoi? Qu'on devait crever. Donc je crois qu'il y avait quand même une disparité que vous étiez prêt à comprendre à ce moment-là. Et aujourd'hui, vous semblez incapable de comprendre le fait qu'une production culturelle peut dégager une grande violence à l'égard de populations et que, en fait, la vitre cassée d'un théâtre, c'est le summum de la panique, de la crise pour des employés. Voilà, je crois que, voilà, simplement, c'est comment se fait ce passage-là? Pourquoi on n'est plus capable d'entendre que la culture et les discours peuvent véhiculer une violence extrême? Je peux répondre tout de suite, là, parce que ça va être très rapide. Sauf que je persiste. Cette pièce n'était pas raciste, et la colère des gens à l'extérieur, de mon point de vue, était fondée sur un malentendu. Je réponds. Et ce que... Moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Hein. Je vais... Voilà. La cause de la colère est parfaitement juste, et la colère doit s'exprimer. Mais à mon avis, elle s'est exprimée vraiment au mauvais endroit. Voilà. Et c'est pour ça que, c'est vrai... C'est pas très grave, une porte en vitre qui s'effondre. C'est une porte qui faisait 5 mètres, hein. C'est pas juste un petit machin, voilà. Mais à ce moment-là, on avait réussi à faire en sorte qu'il y ait 2 classes de Saint-Denis qui aillent voir quand même la représentation. Ils sont sortis et on s'est retrouvés au premier étage, au restaurant, pour débriefer. On était là pour ça, pour accompagner, pour écouter ce qu'ils avaient à dire, etc. Ils étaient vraiment très peu blancs, voilà. Ils étaient... Ce qui les rendait le plus tristes de la soirée, outre le fait qu'il y avait quand même eu un bruit énorme de la violence, des flics qui coursaient des gens, etc. Enfin, c'était chaud. Bon, ils n'en ont pas l'habitude nécessairement. Dans une institution, c'est pas forcément ce à quoi ils pouvaient s'attendre. Ce qu'ils nous ont dit, qui les rendait le plus tristes, c'était qu'eux ne pouvaient pas sortir pour parler aux gens dehors, pour leur dire qu'ils se trompaient. C'est pas nous qui avons dit ça, c'est les jeunes qui ont dit ça. Et donc, je suis complètement d'accord, les jeunes, ils arrivent avec leurs propres outils, avec leur propre perception, et ça, c'est essentiel, parce que ça va absolument changer les choses et les rapports de force. Mais, voilà, je pense... franchement, les jets de sang et le sida... merci de m'avoir rappelé ce passé, mais je vois pas bien le rapport, en fait. Je crois qu'il y avait une question devant, et puis il y en a une autre juste derrière aussi. Oui, bonjour. Moi, je voulais exprimer surtout mon étonnement de voir qu'un spectacle avait pu donner 2 interprétations aussi opposées, aussi contradictoires.
Donc on ne l'a pas vu, donc c'est vraiment que pour quelqu'un qui entend parler de ça comme ça pour la première fois, c'est assez étonnant. Et je me demande comment vous n'avez pas pu vous entendre à discuter et avec la parole vous comprendre mieux, en fait. C'est absolument étonnant. Et je me demandais, justement, vous venez de répondre, en effet, vous avez dit, les jeunes qui l'ont vu, enfin certains d'entre eux qui, en tout cas, disaient que vous voulaient le soutenir, en fait, ce spectacle. Mais ceux qui ne le soutenaient pas, qu'est-ce qu'ils disaient à ce moment-là? Quels étaient leurs arguments? Pourquoi qu'est-ce qu'ils voyaient dans ce spectacle que les autres n'avaient pas vu? Et puis, bon, autrement, je voudrais juste dire quelque chose. Est-ce qu'on pourrait de temps... Enfin, moi, il me semble que le mot racisme n'est pas toujours bien placé. Le vrai racisme, il existe, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup d'intolérance. Et souvent, on pourrait parler plus d'intolérance que de racisme. Et puis, d'autre part, moi, ce que je ressens des fois sur ce qui se passe sur les jeunes, etc., c'est plus de la souffrance, en fait, que les jeunes expriment et de la colère liée au fait de leur histoire, d'une histoire porteuse de beaucoup de souffrance, et ils la ressentent, en fait. Merci. On va prendre une deuxième question. Oui, tout à fait, une question concise. Mais je voudrais quand même rebondir sur ce que Marco a dit, et vraiment je le remercie d'avoir un peu posé la question, problématisé le fait que vous semblez en fait avoir un problème parce qu'il y a eu une dispute à propos de cette œuvre. Et l'argument de la violence, moi, me gêne beaucoup, dans la mesure où finalement vous faites l'économie de penser la colonialité de ces représentations et donc toutes les problématiques qui ont été très justement soulevées autour de justement comment des publics minorisés peuvent intervenir pour aussi revendiquer une autre politique culturelle, une autre politique de monstration du corps des corps en rapport avec une histoire qui est celle du fait colonial et de l'esclavage. Et en fait, ça me gêne beaucoup parce que finalement, vous faites l'économie de penser une politique de l'ignorance qui est produite. C'est une question épistémique et politique. On parle de méconnaissance, de déni, mais c'est ce sur quoi on bute. Et en fait, il y a un rapport entre ACT UP et ces formes de mobilisation. C'est une évidence. Sauf que ce que ça vient interroger, c'est votre blanchité. C'est un privilège. Et donc, ma question, c'est, finalement, apparemment, vous avez pris une grosse claque, ça a été un séisme. Comment vous travaillez aujourd'hui, justement, après cet épisode, dans votre observatoire? Parce que concrètement, c'est ça qu'il faut que ça bouge, en fait. Le reste, on peut toujours, vos opinions, la mienne, celle de Marco, on peut ne pas se mettre d'accord. Mais finalement, vous, après cet épisode, qu'est-ce que vous êtes devenu? Qu'est-ce qu'il est advenu, cet espace? Alors, il y a quelqu'un devant, mais comme on ne voit pas là, qui a posé donc la question sur des confusions sur racisme, intolérance, etc. Alors, je souhaite dire que s'il y a des... je ne suis pas un expert en racisme, mais le racisme, je ne pense pas que je me trompe lorsque je parle de racisme. Voyez-vous, lorsque moi dans le pays où j'ai grandi, la Guadeloupe, lorsque les forces, qu'on appelle ça les gardes mobiles, enfin bref, les CRS, etc., dans les années 60 arrêtaient la voiture de mes parents, moi je voyais la peur dans leur regard. Et personnellement, lorsque j'étais petit, je ne pensais même pas que sur une publicité, il aurait pu avoir une antillaise sur une publicité ou qu'une speakerine pourrait être antillaise. À l'époque, je pensais que toutes les femmes blanches étaient belles. Le racisme, c'est d'avoir intégré à l'intérieur de soi une infériorité et une honte. Je peux vous raconter là, par contre, énormément de choses là-dessus. Le racisme, c'est de traiter Mme Taubira de guenon. Le racisme, on sait, et ça, il n'y a aucune ambiguïté sur ça. Je peux vous assurer, aucune. Je ne confonds pas le racisme avec, par exemple, les questions d'homophobie, etc., ou des problèmes entre les hommes et les femmes. Le racisme, c'est d'avoir intégré, parce qu'on a fait considérer qu'un groupe humain, par rapport à sa couleur de peau ou ses origines, est inférieur. Ça, sur ça, il n'y a pas de débat. En tout cas, le racisme colonial, c'est sur ça.
Et là, non, je ne confonds rien du tout. C'est très, très, très clair pour moi. Alors, excuse-moi, mais vas-y, vas-y. Juste pour compléter ce que tu dis et répondre un peu, apporter des éléments de réponse de manière concise à la question qui a été posée. Pour le coup, l'enjeu de la dispute est précisément là. Qui parle du racisme? Quel sens donne-t-on à cette notion? On va dire que ce qui faisait à peu près consensus du côté de la contestation, c'était de sortir d'un débat qui consistait à ne penser le racisme que comme une idéologie, comme un corpus d'idées consistant à rejeter des individus au motif de la couleur de leur peau. Ça fait partie de la définition du racisme, mais ça ne suffit pas. Il se trouve que ces militants-là, et c'est ce dont nous parlons finalement dans la question de savoir comment les institutions, entre guillemets, parce que c'est ça qui est l'enjeu de la question, comment les institutions aujourd'hui doivent réagir à la montée des mobilisations politiques des publics. Tous les publics ne sont pas mobilisés de la même façon, toutes les œuvres ne mobilisent pas de la même façon. Là, le débat du côté des militants était sur les mécanismes politiques et sociaux de définition d'identité essentialisée, en l'occurrence celle des personnes noires, au motif de leur couleur, de leur histoire, de leur position sociale, etc. Le racisme a besoin d'agents, et en l'occurrence, il a besoin d'individus, d'institutions qui finalement reproduisent des assignations à des places, et en l'occurrence, en général, des positions d'infériorité, de minorisation. Et c'est contre cette position-là que les acteurs militants se sont rassemblés contre une œuvre qui définit un discours les assignant à une place. Et c'est la contestation de cette place qui était en jeu dans le désaccord entre ceux qui contestaient et ceux qui avaient vu et qui défendaient. Oui, mais c'est là que porte effectivement le différent. Parce que là-dessus, de mon point de vue, il y avait contresens. Et il ne peut y avoir que contresens quand on n'a pas vu l'œuvre. On va arrêter là, on l'a déjà dit 12 fois. Marco, si je dis que je ne vois pas le rapport, c'est aussi pour une raison que j'ai dite, mais que je vais redire pour que ça soit plus clair, puisque vous vous interrogez, c'est que le jet de sang à Act Up, il était dirigé contre des labos qui, par leur comportement, aller à l'encontre de la lutte contre le sida. Je n'avais aucun problème avec ça. Les cibles étaient les bonnes. Je considère que la cible Exhibit B n'était pas la bonne alors que le combat est juste. Voilà, pour clarifier complètement ma position. Et pour finir, madame, la notion d'intolérance, alors là, moi, je ne l'admets pas. C'est toujours une façon édulcorée de faire passer un truc clairement raciste pour quelque chose d'acceptable. Et pour moi, cette notion, elle est inadmissible. Voilà, mais je vous donne mon opinion brute de pomme. Il y a un sentiment que je trouve extrêmement important en politique, c'est la colère. Et je trouve qu'il est tout à fait juste d'être en colère, qu'il y ait de la colère, et que cette colère s'exprime. Et qu'il y a des moments d'incompréhension et que l'on ne s'entende pas. Parce qu'il faut, il faut bien qu'il y ait on part d'un énorme passif, elle ne va pas s'effacer comme ça, justement parce qu'on est entre gens bien. Parce que quand même quand on est entre gens bien, je reviens à cette idée que quand même, il faudra qu'on revienne profondément sur la manière dont le racisme a contaminé les mouvements progressistes en France et qu'on arrête de penser simplement aux extrémistes, parce que ça c'est facile. Mais comment c'est rentrer dans le monde de la culture, dans le monde de l'art, dans le monde intellectuel, dans le monde universitaire, dans le monde de l'enseignement, de la formation, en santé et tout. Il faut vraiment qu'on rentre là-dedans. Et donc la question de la violence sourde, constante, quotidienne, contre des groupes entiers dans ce pays, constante, qui amène de la honte, elle doit aussi être entendue. Qu'on soit en colère, c'est juste, c'est tout à fait normal. Et heureusement encore qu'on est en colère. Juste une petite chose. Je viens de sortir un livre sur le fait que dans les années 70, l'État français, qui ici pratiquait une politique nataliste, qui
qui n'était pas simplement de répression, parce qu'effectivement, avortement et contraception étaient toujours criminalisés, mais aussi par allocation familiale, création de crèches, congés, etc., pratiquaient des milliers d'avortements forcés et des stérilisations forcées dans les départements d'outre-mer. Cette violence, cette extrême violence sur des corps, cette mutilation des corps, elle ne peut provoquer que colère, elle ne peut provoquer que désir, effectivement, mais de dire, ce n'est pas un chapitre mineur, ce n'est pas une anecdote de plus, ce n'est pas juste pour s'indigner et dénoncer, c'est pour montrer comment cela a été possible. Et que la politique qui se fait ici et là-bas, ce n'est pas une contradiction, ce n'est pas un paradoxe, c'est un choix. C'est le choix de traiter telle femme, de décider quelles sont les femmes qui vont donner naissance et quelles sont les femmes qui ne donneront pas naissance. Et celles qui ne donneront pas naissance, c'est quand même les femmes noires. Noires, pas au sens nécessairement simplement de la question de peau, mais au sens d'un processus de racisation qui fait qu'on fait d'elles des femmes qui ne doivent pas donner naissance, parce que finalement, leurs enfants n'ont pas le droit de naître. Et ce sont des politiques d'État. Ce ne sont pas simplement des décisions prises ici et là. Ce racisme structurel, ce racisme profond ou institutionnel, peu importe comment on veut l'appeler, il n'est pas simplement une question d'intolérance, il est une question qui affecte quotidiennement la vie depuis des siècles et la vie toujours aujourd'hui de femmes, d'hommes et d'enfants. Ici, dans cette République française, et pas je ne sais où. Et ici encore. Aujourd'hui, bien sûr, aujourd'hui, madame. Aujourd'hui, j'en reviendrai même à des rapports gouvernementaux, donc pas des associations ici et là. Lisez les rapports du Défenseur des droits, lisez les rapports de tel ou tel observatoire. Ils vous montrent que sur 10 jeunes hommes arrêtés pour le contrôle aux faciès, vous en avez 8 qui ont l'air arabes et 6 qui sont noirs. Sur 10, chaque fois, quotidiennement, ils vous montrent qu'au logement, dans la santé, dans le travail, à la banque, partout, il y a des discriminations. Il y a des discriminations qui ont un effet sur la vie quotidienne, dans la culture aussi, et c'est ce que nous essayons de montrer. Donc on n'est pas dans un terrain neutre où tout le monde, finalement, il y aurait quelques personnes qui feraient des erreurs parce qu'elles sont, voilà, elles vont, et qu'il faut les ramener sur le droit chemin. Ce pays, cet État, cette société a été construite sur l'exploitation de milliers de personnes, sur la déportation de personnes, sur un racisme structurel, sur décider qu'il y aurait un code de l'indigénat pour des personnes, dans ce qu'on appelait l'Algérie française, parce que l'Algérie était un département, n'est pas une colonie. C'est hier, c'est pas avant, c'est pas dans les siècles passés. C'était en 70, c'est aujourd'hui. Les meurtres des jeunes hommes systématiques, le viol d'un jeune homme encore récemment. C'est ici que ça se passe, c'est pas ailleurs que ça se passe. Donc il y a quelque chose qu'il faut bien quand même décoloniser, je veux dire, s'attaquer à des pratiques, pas seulement à des représentations. C'est pour ça que ce n'est pas que de l'image. Ce sont des pratiques, ce sont des institutions qui sont profondément contaminées. Et je ne parle pas des personnes, donc je ne veux pas qu'on me dise « mais il y a un tel et un tel ». Je vous parle de la manière de faire qui fait qu'effectivement votre institution, et que justement même des personnes qui seraient de bonne volonté, sont prises dans un cadre institutionnel qui les pousse à ça. Enfin, je veux dire, ça, c'est des, je veux dire, ça a été démontré. Oui, bon, d'accord, mais je leur accorde. Accordons parfois à des personnes. Bon, je veux dire, c'est ça, Agnès. Moi, je ne veux pas. Dans pas. la police, quand même, il y a quand même un gros problème de gens qui, de plus en plus, ont des idées racistes de façon systémique, qui sont au Front National et qui ont décidé que, justement, je pense, parce qu'ils sont tout à fait montés, ce dont vous êtes en train de parler, c'est-à-dire qu'il y en a marre, et qu'il y en a marre de se laisser faire et de se laisser traiter comme ça, etc. Et je pense qu'ils essayent, avec ces méthodes ultra-violentes, de laisser le couvercle enfoncé le plus possible pour éviter l'égalité. C'est insupportable, oui, pour éviter la remise en question. Mais moi, je parle même d'institutions comme l'université ou d'autres institutions comme l'hôpital. Je veux dire, bon, c'est ça dont je veux parler, ou les grandes institutions culturelles, les musées. Je veux dire, c'est-à-dire le monde qui nous entoure, ce monde quotidien qui fait que quand on se lève le matin, c'est ça qui nous entoure. Voilà, c'est de ça. C'est comment se construit matériellement et immatériellement cette quotidienneté qui fait rentrer dans les têtes et dans les pratiques certaines choses. Mais je voyais que tu voulais parler, excuse-moi. Serge. Excusez-moi, on va... Non, mais vraiment très peu de choses. Enfin, justement, vous verrez. Le mot de la fin. Absolument. Merci beaucoup. Non, ce que je veux dire, c'est que il faudra qu'on fasse très attention
à ne pas augmenter les fractures dans cette société. Et ça vient de deux endroits. Le premier, c'est de la maturation des mouvements qui posent des problèmes. Parce que s'ils ne sont pas maturés, c'est comme les ouvriers qui détruisaient les usines. Et ça, c'est catastrophique parce que c'est l'intolérance qui va monter de l'autre côté en France. Il y a donc un devoir. Alors, tu viens de sortir le bouquin là sur... etc. C'est-à-dire, si tu ne fais pas le travail, personne ne le saura. Parce que nous-mêmes, on ne le savait pas. Et si nous-mêmes, nous restons dans du ressentiment terrible, on n'aura pas la lucidité. Et si on ne fait qu'accuser, on n'aura pas la lucidité, et c'est des fractures qu'il y aura dans cette société, et là, tout le monde va perdre. Donc, il y a un vrai effort de différents endroits, des associations, de maturation de ces types de problèmes. C'est vraiment... Je le sens, excusez-moi, je finis sur... Là, il y a une antillaise. Ça va très... Vous allez voir, c'est le rapport avec une autre discussion qui va... Je sais pas. Il y a une antillaise qui... Il faut être très très bref. Même ça va être bref. Une antillaise qui me dit l'autre jour, son fils rentre chez elle en lui disant, en pleurant, en disant, maman, j'irai en enfer parce que j'ai mangé du porc. Je suis à Grigny, là. Alors, vous comprenez les problèmes. On va vers des problèmes terribles dans cette société. Je vous remercie à tous pour ce débat qui ouvre effectivement grand les portes et les fenêtres, qui insiste sur la beauté et la nécessité aussi de la colère, hein, et sur effectivement le projet encore devant nous de décolonisation de la société française. Merci à tous les quatre. Merci.